Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment et pourquoi une minuscule île au milieu de l'océan Indien joue un rôle majeur dans la stratégie des États-Unis. Nous allons faire connaissance avec l'île de Diego Garcia. Nous voilà au centre de l'océan Indien, à 7 degrés sud de l'équateur. Là se trouve l'île de Diego Garcia, située à moins de 2000 km de l'Inde, 3500 km de l'Afrique et de l'Indonésie, 4500 km du golfe Persique et à 5000 km des côtes occidentales de l'Australie. Eh bien, c'est cette position tout à fait centrale qui va donner toute son importance à l'île de Diego Garcia. L'île fait partie de l'archipel des Chagos. C'est ce qu'on appelle un atoll, c'est le plus vaste des Chagos, 40 km², et il est reconnaissable par sa forme en fer à cheval. L'île est déserte lorsqu'elle est découverte début XVIe siècle par des Portugais qui sont en route vers les Indes. Et l'origine de son nom d'ailleurs n'est pas claire. Est-ce le nom du navigateur, Diego Garcia, dont on ne trouve pas trace de navigation dans l'océan Indien, ou celui du navigateur Diego et du capitaine Garcia, qui ont ensemble revendiqué la découverte de l'île, ou bien est-ce qu'il s'agit de l'erreur d'un cartographe qui aurait transformé le nom du capitaine Dom Garcia en Diego Garcia? À vrai dire, on ne sait pas. Et d'ailleurs, des Portugais, l'île ne va conserver que le nom, car ce sont les Français et les Anglais, à la recherche de points d'appui sur cette route des Indes, qui vont se disputer cette île au XVIIIe siècle. Diego Garcia est revendiqué par la France, qui est déjà présente plus au sud, dans les îles de France et Bourbon, aujourd'hui Maurice et La Réunion. Et comme cette île est isolée, elle va d'abord servir de léproserie pour les Français de l'île de France, avant que ne soit exploitée la noix de coco à la fin du XVIIIe siècle. En 1814, Diego Garcia devient britannique, l'exploitation de la coco s'intensifie, des huileries sont installées, et après l'ouverture du canal de Suez, fin XIXe siècle, l'île sert de ravitaillement en charbon pour les vapeurs qui font la route Grande-Bretagne-Australie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une base y est installée par la Royal Air Force et un déploiement de fusiliers marins doit tenir à l'écart la marine japonaise, dont les sous-marins ont déjà coulé plusieurs navires de Sa Majesté. Mais ce sont les États-Unis qui vont, après la Deuxième Guerre mondiale, s'intéresser de très près à ce minuscule territoire. On l'a bien vu en effet sur les cartes. Diego Garcia est à équidistance du continent africain, de l'Australie, des détroits indonésiens et du golfe Persique. Elle est donc située sur des routes commerciales importantes, reliant le Moyen-Orient, producteur de pétrole, à l'Europe et à l'Amérique, via le Cap, mais aussi à l'Asie par les détroits indonésiens. C'est la route maritime qu'empruntent les supertankers, leur tonnage leur interdisant de passer par le canal de Suez. Eh bien, c'est précisément la fermeture de ce canal de Suez lors de la crise de Suez en 1956 qui va faire prendre conscience aux États-Unis de l'importance de cette route. Dans les années 60, la flotte américaine est à la recherche d'un point d'appui dans cette région. Les Britanniques vont alors détacher de leur colonie mauricienne l'archipel des Chagos pour former en 1965 le British Indian Ocean Territory, puis par accord du 30 décembre 1966, les États-Unis obtiennent un bail d'une durée de 50 ans, renouvelable 20 ans, pour établir sur cet atoll de Diego Garcia une base d'écoute et de communication. En échange, les Américains offrent à très bas prix au Royaume-Uni des fusées Polaris. Et c'est la guerre froide qui va véritablement changer le rôle de Diego Garcia. La présence navale soviétique est en nette augmentation dans la région à la fin des années 60. L'accord d'amitié et de coopération indo-soviétique en 1971 permet à la marine russe de prendre des points d'appui dans les ports de Ocha, Visakhapatnam et Port Blair dans les îles d'Andaman. L'URSS a également des facilités navales au Yémen du Sud et en Somalie. La présence soviétique se renforce dans les années 70 avec la mise en place d'un régime pro-soviétique au Mozambique en 1975, puis en Éthiopie en 1976. Et bien sûr, il y a l'invasion de l'Afghanistan fin 1979. Alors face à cette situation, Washington, avec l'accord de Londres, décide la construction d'une base américaine à Diego Garcia,
qui deviendra peu à peu un complexe aéronaval ultramoderne capable d'accueillir des porte-avions. Les Chagossiens, environ 1400 personnes, descendants des esclaves africains, vont être tout simplement expulsés de l'archipel vers les Seychelles et l'île Maurice, nouvellement indépendantes. Un dédommagement financier est accordé au gouvernement mauricien pour leur installation, mais cet argent ne vient qu'au compte-gouttes, et les Chagossiens, majoritairement analphabètes et ne parlant que le créole, finissent dans les bidonvilles de Port-Louis. Une fois achevée, la base de Diego Garcia a deux fonctions dans la stratégie de défense américaine. D'abord, tenter de compenser la perte stratégique que représente pour Washington la chute du Shah d'Iran en 1979. Le Shah était un allié américain dans la région. Et ensuite, garantir l'accès au pétrole du Moyen-Orient. Car si on regarde bien, on voit que depuis Diego Garcia, les États-Unis peuvent intervenir dans tous les recoins de cette partie du monde. Diego Garcia est à 3-4 jours de navire de l'Inde ou du détroit de Malacca, 5-6 jours du détroit d'Ormuz, idem pour la côte ouest de l'Australie, et à 7 jours du cap de Bonne-Espérance. Alors comment fonctionne une base de cette importance? L'atoll de Diego Garcia s'étire sur 25 km du nord au sud. La base militaire est à l'entrée du lagon, c'est un port naturel, protégé puisque le lagon n'est accessible que par le nord. Avec une profondeur de 31 mètres et une largeur maximale de 10 km, il peut accueillir des navires de surface et des sous-marins nucléaires. Plus au sud, on a une piste d'aviation qui peut accueillir les B-52 et les avions de surveillance AWACS. Plus au sud encore, les dépôts de munitions conventionnelles. Et enfin, Diego Garcia accueille le centre de surveillance de l'espace, dit JEOTS. Au total, cela fait 3500 personnes, militaires et civiles, qui travaillent là pour l'armée américaine, plus une cinquantaine d'Anglais, l'île étant toujours sous souveraineté britannique. Ils sont chargés de l'administration civile, des douanes, à l'aéroport, de la sécurité de l'archipel et ils veillent aussi à la préservation de l'environnement de l'île. Maintenant, la guerre froide est terminée depuis 1989 et pourtant Diego Garcia a de plus en plus d'importance au sein du système militaire américain. En 1991, pendant la guerre du Golfe, l'île est le pivot des raids contre l'Irak au cours de l'opération Tempête du désert. C'est de là que partent les avions. C'est là qu'ils viennent se ravitailler, d'où le nom donné à Diego Garcia de super porte-avions. Ensuite, après les attentats du 11 septembre 2001, l'île est la tête de pont du dispositif américain dans l'océan Indien lors de la guerre lancée contre le régime des talibans. De là, l'Afghanistan est à quelques 6 heures de vol pour les B-52 qui vont pilonner les caches des combattants d'Al-Qaïda. Maintenant, prenons un planisphère. Si on place les crises et les conflits de cette partie du monde, on mesure le rôle plus large de l'île dans le dispositif général américain. Avec la lutte contre le terrorisme, Diego Garcia est un point essentiel dans une région qui reste instable. En Irak, en Afghanistan, au Cachemire, et même de manière plus globale, au Sri Lanka, en Somalie, dans l'Afrique des Grands Lacs. Alors on le comprend, les États-Unis ne sont pas prêts à renoncer à leur unique base dans l'océan Indien. Et en plus, il n'y a pas d'habitants. Les États-Unis ne voulaient pas de population près de leur base, car elles auraient pu à l'époque subir l'influence communiste. C'est bien là la raison de l'expulsion des habitants de Diego Garcia dans les années 70. Alors que sont-ils devenus? Les 8500 descendants des Chagossiens ont porté plainte contre le Royaume-Uni et ils ont obtenu gain de cause en 2000. La Haute Cour de justice du Royaume-Uni ayant jugé illégale l'expulsion des populations, et elles ont obtenu la pleine citoyenneté britannique, donc européenne, le droit au retour et une compensation financière. Et maintenant, une plainte a été déposée contre le gouvernement des États-Unis. Bien logiquement, les États-Unis vont s'opposer au retour des Chagossiens, du moins tant que cette base servira si bien leurs intérêts stratégiques. Alors je vous rappelle que le bail expire en 2016, donc pour suivre cette évolution, je vous propose de vous en reparler dans le dessous des cartes en 2017.